Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 7 novembre 2024 et c'est l'heure de Jeudi Tout. Bonsoir Olivier Jalaguier. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être une nouvelle fois avec nous dans cette émission. On va rappeler Olivier que vous êtes conseiller en communication politique et chaque semaine on traite ensemble de 3 sujets d'actualité. On y va ? Allez, c'est parti. Allez, place tout de suite au premier sujet, l'accueil en mairie de Nîmes. Vous souhaitiez revenir sur ce sujet. Alors, je présume que vous parlez des administrés qui se présentent dans les services de la mairie pour un renseignement ou un document administratif. Vous avez vécu vous-même une expérience particulière, Olivier ? Oui, je pense qu'on l'a tous vécu depuis. Ça date pas d'hier, c'est pas depuis quelques semaines, quelques mois, ce dont on parle. Ça date depuis des années. C'est vrai que l'accueil en mairie, c'est un petit peu aléatoire. Ça dépend de la pièce où tombe la pièce, on va dire. Des fois, on peut être agréablement surpris, mais ça va sans dire qu'on a beaucoup d'échos qui nous reviennent où l'accueil il est pas super terrible en mairie de Nîmes. Alors en mairie centrale. En mairie centrale. Ah oui, en mairie centrale parce qu'effectivement parce qu'il y a des mairies annexes aujourd'hui. Il y a eu quelques expériences et j'en ai fait l'expérience où on m'a suggéré fais comme moi, va en mairie annexe. Je suis allé au chemin bas refaire ma pièce d'identité parce que j'avais été mal accueilli en mairie centrale et alors ça a été un accueil merveilleux pour le coup. Très agréable avec le sourire, très convivial. Rien à voir avec ce que j'avais vécu. Mais bon, moi je veux pas faire une attaque personnelle parce que je pense que au-delà de l'accueil des personnes qui peuvent être là et puis bon, de plus ou moins bonne volonté, il y a surtout une stratégie de l'accueil. Et un accueil de mairie, à mon sens, c'est d'abord une volonté stratégique, une volonté politique. C'est surtout une carte de visite, voilà, c'est ambassadeur de la ville. Absolument, une mairie, c'est la maison des citoyens. Donc cette maison. Oui, Nîmes, depuis 20 ans, c'est sous la patte de Jean-Paul Fournier et de son administration, la mairie, la ville s'est transformée et on a érigé des bâtiments merveilleux. Alors, pas sous la patte de Jean-Paul Fournier, mais carré d'art qui dure depuis un moment, transparent, lumineux, accueillant, pourtant sécurisé. On a le musée de la Romanité qui est dans la même veine, transparente, lumineuse, accueillante, mais sécurisée. On va avoir demain un palais des congrès qui, on le devine, va être lui aussi ouvert, lumineux, accueillant et sécurisé. Et curieusement, on traîne toujours, je dis traîne parce que une mairie, alors c'est sûr, c'est symbolique, elle est historique et tout ce qu'on veut, mais enfin, le monde change. Et on a une mairie qui est située sur une place, alors certes très coquette, très jolie, mais très très discrète, mais j'allais même dire trop discrète, enclavée, difficile d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Le parking de l'Esplanade est loin pour se garer, donc il n'y a pas de parking en sous-sol, enfin ou à proximité très très immédiate. Ça pose des difficultés. Alors, au-delà de ça, on avait, fut un temps, avant les élections municipales de 2020, on avait des policiers municipaux qui, pour des raisons de faits qui s'étaient produits et de mise en danger, enfin, de mise en sécurité du maire, et de ces équipes de manifestants qui étaient venus protester, on a mis en place de la police municipale à l'entrée de la mairie, puis c'était très coûteux, ça a été dénoncé, donc du coup on a mis des vigiles qui sûrement sont moins coûteux parce qu'on préfère voir les policiers municipaux sur le terrain plutôt que devant la porte de la mairie, mais aujourd'hui il y a toujours des vigiles dont le métier n'est pas forcément de sourire. Alors la sécurité, c'est pas incompatible avec la mobilité. Moi, là, encore une fois, je fais pas une affaire de personne, mais quand on arrive devant une mairie dont les 2 doubles portes, sur les 2 doubles portes, il y en a qu'une qui est ouverte, et elle est entravée par 2 vigiles qui sont là pour plus ou moins vous demander ce que vous venez faire ici. Ça donne pas une image ouverte de la ville. Donc moi je plaide depuis longtemps, mais je pour une stratégie d'accueil. Oui, pour une stratégie d'accueil et au-delà une réflexion, pas pour demain, mais plus profonde sur une maison des citoyens pour la ville de Nîmes qui soit ouverte, accueillante, alors là ou ailleurs, mais ouverte, accueillante, transparente, comme dans la même veine que nos bâtiments. Et la sécurité, on peut très bien avoir des portillons anti-métaux, etc., avec un agent de sécurité comme il se fait au tribunal, par exemple. On l'a entendu, voilà. En tout cas. Donc moi, j'aimerais que les futurs candidats qui vont se déclarer sur votre plateau, j'en doute pas bientôt,
prenne en compte on leur soumette cette réflexion-là, dimension. parce que pour moi, c'est très intéressant en tout cas. C'est bien qu'on ait des musées, hein, ça fait travailler le tourisme, les restos, les hôtels, c'est parfait, mais c'est bien aussi de bien accueillir les Nîmois dans leur démarche au quotidien. On enchaîne avec le deuxième sujet, si vous voulez bien. Vous vouliez parler de l'Ordre national du mérite. Alors, je me doute que ça fait écho peut-être à une personnalité politique, mais on va rappeler pour ceux qui nous suivent que l'Ordre national du mérite, c'est déjà le second ordre national qui vise à honorer des citoyens français. Alors, généralement, on récompense les mérites distingués dans la fonction publique, civile ou militaire, ou dans l'exercice d'une activité privée. C'est une distinction, c'est le dernier mot pour moi, honorifique. Elle s'accompagne pas, bien évidemment, d'avantages matériels ou financiers. Pourquoi vous vouliez me parler de ce sujet ce jeudi, Olivier? Bon, parce que récemment, vous avez fait part, et je veux pas faire d'attaque là encore une fois à hominem sur voilà, c'est pas là mon propos. Simplement, ça m'a fait réagir parce que lorsqu'on attribue une distinction de la sorte qui honore la personne et qui représente la République, il y a deux solutions. Soit la personne est connue et ses faits d'armes reconnus, et donc ça pose aucune question, c'est évident. Si demain le nageur Dupont, je crois, c'est ça, je crois qu'il l'a déjà d'ailleurs, enfin s'il était décoré de la Légion d'honneur, ça ne choquerait personne. Au contraire. Ça vous embête que Valérie Rouveran... Mais parlons pas de Valérie Rouveran en disant que... c'est ce qui vous a fait réagir au départ. Oui, mais je veux pas faire une attaque contre elle. Je dis simplement, quand j'ai vu... ça vous a étonné. Je me suis dit, mais pour quel fait d'armes, pardon, ça retire en rien sa valeur, mais pour quel fait d'armes? D'ailleurs, je crois qu'il faut une dizaine d'années d'exercice, non? Alors voilà, j'avoue que j'étais un peu surpris, donc je suis allé me renseigner sur cet ordre, sur cette distinction, et effectivement, elle peut être remise soit par un mouvement citoyen qui le réclame, bon, c'est plutôt rare, par un ministre, je pense que c'est pas la question, ou par un ministre. Donc là, on comprend mieux qu'il y a des affinités. En plus, un ministre sortant, parce que ou sorti, le même, premier en plus, pour le coup, oui. Donc décorer avant de partir, quoi. Voilà. Donc, je trouve ça. Bon, je dis simplement, excusez-moi Valérie, mais quand on est honoré d'une telle distinction républicaine, on doit la mériter. Et je dis pas que c'est pas le cas, mais j'aimerais en connaître les raisons. Et si tel n'est pas le cas, il ne faut pas la prendre, parce que... Oui, parce qu'on peut la refuser d'ailleurs. Oui, parce que sinon c'est trahir la République. Et la République aujourd'hui, elle a pas besoin de ça. On a compris. Olivier, dans Jeudi Tout, on a 3 sujets. Le troisième sujet que vous souhaitiez aborder, c'est le sujet de l'élection américaine. Un mot là-dessus, puisque l'Amérique a donc un nouveau président depuis 48 heures. C'est loin d'être un inconnu, c'est le milliardaire Donald Trump. Presque contre toute attente, il a remporté largement le scrutin. Et c'est intéressant de le noter parce que c'est rare chez les républicains. En tout cas, ça faisait plus de 20 ans que ce n'était pas arrivé. Il a remporté largement le vote populaire également. Comment on l'explique, Olivier ? Alors, comment on l'explique? Je vais pas essayer d'expliquer ça en 3 minutes. D'abord, j'ai voulu évoquer ce sujet-là parce que on a décidé des sujets bien avant la victoire de Trump. Hein. Donc, ça aurait pu être son adversaire qui aurait gagné. On en aurait parlé de la même façon. Il se trouve que là, c'est Donald Trump qui l'a emporté. Comment expliquer cette victoire? Il y a beaucoup d'explications, mais je crois que les Américains, on a tendance, nous Européens, à regarder les États-Unis avec notre propre prisme et pas avec leur propre prisme. C'est 2 cultures totalement différentes. L'Américain, on a tendance à le voir comme le New-Yorkais. Le New-Yorkais, mais New York, c'est pas l'Amérique. Il a un pouvoir d'achat qui est 2 fois et demi supérieur au pouvoir d'achat du Français moyen, alors que l'Américain, l'Américain, 80%, c'est un cow-boy qui roule en pick-up, qui a beaucoup de chevaux, enfin beaucoup de chevaux sous le capot, hein, qui a beaucoup de chevaux sous le capot, qui a des armes à feu dans son pick-up et qui se fout pas mal de la planète et de l'environnement. Je brosse le trait. Vous avez caricaturé un petit peu. Un petit peu, mais pas beaucoup, alors que le New-Yorkais, lui, roule un Tesla, il est beaucoup plus féminin et il a une approche beaucoup plus wokiste des choses. Voilà. Et on a oublié que ces Américains-là, qui roulent un pick-up, votaient.
et ils ont voté. Alors même des minorités ont voté pour Trump. Parce les jeunes ils surtout, se sont sentis des pas jeunes hommes représentés ont par voté pour Donald Trump. C'est un problème aussi on connaît aussi le problème chez nous, hein, de représentation de la classe politique, parce qu'on peut faire des promesses, mais quand les promesses sont pas tenues, le boomerang est terrible. Et le boomerang, visiblement, est revenu dans la tête des démocrates qui se pensaient protégés et avec un vote acquis pour la minorité, les minorités, notamment le peuple noir. Et ça n'a pas été le cas partout. Mais est-ce que finalement, pour terminer là-dessus, est-ce que Donald Trump, il a finalement pas fait une campagne normale ? Et il a gagné parce qu'il a labouré le terrain depuis des années, parce qu'il a fait des meetings dans tous les endroits des États-Unis, et finalement il est allé à la rencontre du peuple américain. Et le peuple américain a aussi voté parce que celui qui était le plus connu, c'était Donald Trump. Il y a une réflexion qui est intéressante, Olivier. Est-ce que vous connaissez le slogan de campagne de Kamala Harris ? Non. Personne ne le connaît. Est-ce que vous connaissez celui de Donald Trump ? Alors oui, bien sûr. On connaît même le sigle MAGA. Oui, c'est-à-dire que Kamala Harris, elle a fait... Alors, à sa décharge, hein, elle a été parachutée à cette élection à la place d'un candidat qui ne pouvait plus l'être. Hein, donc, elle est arrivée tardivement sur cette campagne-là, pas forcément dans les meilleures conditions. Après, elle a fait un choix de campagne qui n'était pas le bon, hein, très clairement. Et bon, parler de l'avortement, c'est important. Mais enfin, quand la priorité des Américains, c'est le pouvoir d'achat, voilà, elle s'est trompée de cible, quoi, très clairement. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous ce jeudi. On se donne rendez-vous, bien évidemment, jeudi prochain. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Jeudi Tout. Merci à Romain Curat pour la réalisation de l'émission. On va se donner rendez-vous mardi prochain, le 12 novembre. Avec nous à midi dans l'émission, c'est David Tébib, le président de l'USAM Nimgar. Et puis le soir, on recevra le sénateur Denis Boyd. Il répondra à toutes nos questions. Bon week-end et à mardi.